Sur la route, Julie Gacon avec Yvon Croisier et Sophie Laubert. Alors, nous sommes devant l'entrée principale du port de Saint-Nazaire, à côté de l'écluse, devant la base de sous-marins. Et là, on pensait le voir, mais il n'est pas là. Oui, bien sûr, le Vladivostok n'est pas là, il sera là demain. On peut apercevoir quand même le Smolny d'ici. Le Smolny. Oui, au fond là-bas, qui sert d'hôtel aux 500 marins russes qui composent les deux équipages venus pour prendre les commandes du Vladivostok en premier, puis ensuite du Sébastopol par la suite, si la livraison se fait. Pour ça, il faudrait être dans la peau de M. Hollande. Dans le secret des dieux. Exact. Le Vladivostok est donc parti en mer pour des essais. Il vous manque ? Non, mais quand je vais faire mes courses au magasin Lidl, là-bas, on l'aperçoit à partir du Lidl, et là, on ne l'aperçoit pas. Ouais, là, on ne le voit pas du tout. Parce qu'il fait où ces essais ? C'est un mystère, personne ne le sait. Donc ça fait partie de l'atmosphère de mystère qui plane autour de ce bateau. C'est pas la première fois que le Vladivostok part en essai. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de craindre qu'il ne revienne pas ? Oui, bien sûr, c'est un scénario rocambolesque. Mais M. Poutine nous a habitués à ce type de scénario rocambolesque. Il n'a prévenu personne lorsqu'il a annexé la Crimée. Peut-être qu'en ce moment, il est en train de mijoter une intervention dans les pays baltes et personne ici ne le sait. Vous parliez tout à l'heure d'un mystère qui entoure ce Mistral ici à Saint-Nazaire. Est-ce que les habitants de Saint-Nazaire vivent autour de ce spectre ? Est-ce qu'on peut parler comme ça ? Non, beaucoup. Je pense que beaucoup ne s'en soucient guère. Je ne vois pas de mouvement de grand intérêt pour ou contre la livraison de ces bateaux dans la population. Il faudrait pour ça pénétrer dans l'intimité de chaque famille. Vous n'avez pas été contacté par le KGB pour... Non, peut-être que d'autres ont des certitudes en disant nous sommes certains que les commerçants sont tous d'accord pour qu'on construise ce bateau, le suivant, et pourquoi pas encore un autre, ça donnerait du travail. C'est bien d'avoir du travail. Les Allemands ont donné du travail aussi en construisant cette base de sous-marins. Ce n'est pas un argument. Je n'ai pas de certitude non plus en sens contraire. On ne voit pas ici de Smolny Go Home, par exemple, comme il y avait dans les temps héroïques de la lutte de la gauche contre la présence américaine en Europe. Il y avait des US Go Home qui fleurissaient. Ici, on ne voit pas de Poutine Go Home. Vous, monsieur, vous êtes un nazérien pur jus, et vous êtes de ceux qui, à Saint-Nazaire, donc les quelques personnes qui, à Saint-Nazaire, interpellent le président de la République, François Hollande, sur le fait qu'il ne doit pas livrer ce Mistral à la Russie de Vladimir Poutine. Mais vous voulez rester anonyme pour en parler. Pour quelle raison ? Eh bien parce que le conseil municipal, qui n'est pas anonyme, reste muet sur cette question. C'est facile d'évacuer toute question en disant « cela ne dépend pas de nous ». Les chantiers STX aussi vous diront « cela ne dépend pas de nous ». On se croirait dans un pays socialiste. Quand on sait que ces bateaux qui sont des porte-hélicoptères ou des postes de commandement sont justement le type d'engin sophistiqué qui permet, par exemple, de boucler la mer d'Azov complètement pour asphyxier le port de Mariupol, ou qui permet d'intervenir à partir de Kaliningrad dans la mer Baltique, il y a de quoi être inquiet. Quelle sera la réputation de Saint-Nazaire ? On a déjà l'image de cette base de sous-marins
qui n'a rien de glorieux. Quelle sera, si Saint-Nazaire reste dans l'histoire avec la ville où étaient construits ces bateaux qui ensuite ont servi à des agressions, on se sent interpellé. Donc si le conseil municipal ne peut pas décider, il a le moyen d'émettre des vœux pour qu'il y ait un vrai débat au Parlement et non pas des consultations de groupes parlementaires qui restent feutrés, dont on a peu d'écho. Est-ce qu'il vous arrive à vous, en tant que nazérien, de vous promener là sur le port et puis de vous asseoir sur un banc comme nous l'avons fait pour observer le Vladivostok quand il est là? Ce qu'on peut faire, c'est de se mettre devant les grilles pour regarder les quelques matelots qui jouent au football, au volleyball, comme on regarderait des animaux dans un zoo. Quoi. Mais non, c'est pas propice au rêve, pas du tout. Je ne tiens pas non plus à m'adresser à eux pour savoir ce qu'ils pensent de leurs dirigeants. C'est à eux d'avoir un peu d'esprit critique et puis, dans les années qui viennent, peut-être de réagir face à la fuite en avant que, à mon avis, l'administration russe va effectuer. S'ils pouvaient se révolter comme les marins de Kronstadt, jadis, j'en serais ravi. Et Vladivostok en russe signifie le dominateur de l'Orient. Ces bateaux ne sont pas faits pour être des bateaux de croisière. L'avenir nous dira de quelle façon ils seront utilisés. Mais comme dit Bernard Gruat, nous aurons fait notre devoir. Ça paraît un peu pompier comme ça, mais c'est vraiment ce que je pense. Vous êtes au clair avec votre conscience? Tout à fait. Bernard Gruat, c'est vous, les manifestations contre le Mistral à Saint-Nazaire. Alors je crois que depuis le début de l'année, il y en a eu 4. En mai, en juin, en septembre. C'est vous, Bernard Gruat, qui les avez initiés, qui les avez organisés. Vous ne vivez pas à Saint-Nazaire, mais à Nantes. On lit dans les journaux régionaux que vous êtes chef d'entreprise nantais. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous vous sentez le devoir d'intervenir alors sur la scène locale, mais aussi plus largement, à une échelle beaucoup plus grande, pour dire il ne faut pas que la France vende ses Mistral? Pourquoi vous? Alors, qu'est-ce qui m'a amené à m'intéresser au Mistral? Ma réaction est effectivement une réaction citoyenne. Elle n'est guidée que par mon intérêt pour les valeurs de mon pays. Et je dois le reconnaître aussi pour ma propre tranquillité. Parce que si je ne fais rien contre cette livraison des Mistral, je pense que je me le reprocherai tout le reste de ma vie. Je sais ce que peuvent faire ces navires, puisque j'ai fait mon service dans la marine en tant qu'officier. J'ai très bien compris à quoi servaient ces navires et je me suis dit qu'il n'était pas possible, humainement, moralement, de livrer ces navires à Poutine. La Russie n'est pas une démocratie. Vous savez très bien que c'est un régime autocrate et criminel. Alors après, que faire? Il fallait mobiliser l'opinion mondiale. Et c'est ce que nous avons fait avec Dimitri Albi, basé en Irlande, et Clément Chenot, basé à Kiev. On s'est dit, il faut qu'on lance un mouvement mondial. Il n'y a que comme ça qu'on arrivera, il faut être très clair, à faire pression sur Hollande. Мы хотим, чтобы Франция не забыла, что это демократия, что это великая демократия, которая должна защищать другие молодые. Мы хотим, чтобы Франция не забыла, что это демократия, что это великая демократия, которая должна защищать другие молодые демократы. Холланд пособник фашистов! Чи повинна Франція допомагати Росії експортувати ці цінності у світ? Ні! Ганьба! Ганьба!
А где ваш ребенок? Можу сказати, що жити, я люблю французів, а я не люблю політику. Нам, іменно нам, Україні, но не Росії. Слава Україні! Сьогодні ми бачимо дуже поганий приклад, коли уряд Франції є гіпокритом, як то, лицемірем, бо сповідуючи на словах демократичні цінності, вони зараз ними торгують. Готові злочинний режим Путіна взмоцнить, укріпити на ті технології мілітарні. Слава Україні, слава Польщі, слава вільній Європі, але ганьба тим, хто гандлює, хто торгує європейськими цінностями, того не можна робити. І ми того не допустимо. Ми всі разом сила. Разом сила! Прийди до вас час роботи. Ален Ремі, Ален Ремі, Ален Ремі, Ален Ремі. Наша вимога як сталь, не дай Путіну відстань. Може він терорист? Отак і танці. Що я таке? Бастилия для Путина! Бастилия для Путина! Да, с плакатом. Мы сегодня не разрешаем Франции участвовать в войне, помогать России участвовать в войне с нами. Крым — это Украина. Спасибо. Слава Україні! Vive le Kremlin! Містраль Севастополь. Ми скажемо ні підготовці військового Севастополя. Вже приготований причал. Наша вимога як сталь, не дай Путіну відстань. Наша вимога як сталь. Ганьба! 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 Мені мої знайомі німці писали, бо я їх дуже зневажаю. On a eu de très nombreuses interventions officielles
de gouvernements qui se sont opposés et qui ont dit à la France ne faites pas ça. Alors s'ils ne sont pas livrés, qu'est-ce qu'on en fait de ces 2 navires dont l'un mouille fièrement sur le quai de Saint-Nazaire? Aucun de ces 2 navires ne mouille fièrement le long d'un quai de Saint-Nazaire. Bon, on les voit. Le Vladivostok était dans le bassin de Pénoët, donc il n'est plus à Saint-Nazaire, il est à Montoire de Bretagne. Il n'est pas accessible et entouré d'un très grand enclos, de manière à ce que personne ne puisse l'approcher, ne pas savoir ce qu'on y embarque, ne pas savoir quand il part, ne pas savoir quand il arrive. Donc il ne mouille pas fièrement, il est honteusement caché dans un endroit inaccessible. Mais alors qu'est-ce qu'on en fait de ces bateaux? Alors qu'est-ce qu'on en fait? Attention, c'est pas n'importe quoi, c'est pas des gadgets qu'on a construits, c'est des bateaux très performants qui savent faire beaucoup de choses. C'est un bateau qui sait quasiment tout faire, c'est ce qu'on appelle le couteau suisse de la marine française. Et il saura encore faire plus de choses dans sa version russe parce que les Russes ont décidé de l'équiper de façon beaucoup plus offensive. Les Mistral russes pourront descendre des avions à 16 000 mètres de distance. Ça vous dit peut-être quelque chose. Donc qu'est-ce qu'il faut en faire? Eh bien, il faut bien évidemment les vendre ou les louer à des pays qui respectent les droits de l'homme. Maintenant, effectivement, la question économique est le premier alibi qui a été brandi pour continuer ce deal. Il faut quand même qu'on m'explique pourquoi le fait de ne pas livrer les Mistral à Poutine susciterait une catastrophe économique. Ce contrat des Mistral est achevé à 80%. Aujourd'hui, il reste environ 40% du Sébastopol à construire, et c'est tout. Ceci concerne 300 emplois, et non pas des milliers d'emplois. Ensuite, nous on dit ne livrons pas à Poutine. Mais on ne dit pas qu'il faut arrêter la construction du Sébastopol, il serait complètement... Ça serait de la folie furieuse d'avoir construit un bateau à 60% et de le laisser pourrir, parce que là, c'est vous qui allez le payer. Et c'est les travailleurs de Saint-Nazaire. Donc il faut le terminer. Et puis, mettons-nous enfin à la recherche d'autres clients. Maintenant, là, il y a un point du débat économique qui est totalement occulté. C'est les conséquences de la livraison de ces Mistral à Vladimir Poutine en termes d'activité économique en France. Ce sont des dizaines de milliards d'euros de marché public que nous allons perdre. On va parler, par exemple, juste de la Pologne. Regardez le nombre d'appels d'offres pour lesquels la France est sur la shortlist. Si on livre ces Mistral, la France sort de la shortlist. Et c'est le cas pour tous les pays qui entourent la Russie, et peut-être d'autres. Donc il n'y a pas de débat, il y a des faux prétextes qui sont donnés pour affoler la population et faire en sorte qu'elle ne réfléchisse pas. Qu'est-ce que vous avez vu de ce bateau? Vous y allez souvent pour le regarder. Qu'est-ce qu'il représente pour la ville de Saint-Nazaire et pour les Nazériens? Un fantôme. On en parle plus ou moins un petit peu, mais je crois aujourd'hui il présente principalement un sujet d'embarras. Sur la route du Mistral à Saint-Nazaire, nous avons remonté la Loire pour gagner Nantes et les locaux de France Bleu Loire-Océan avec Joanne Jardin, déléguée syndicale CFDT chez STX, et l'historien Daniel Sicard. Vous avez peur des fantômes, Daniel Sicard? Mais il y a toujours des fantômes, surtout dans les chantiers navals. L'histoire des chantiers navals est peuplée de fantômes. Même récemment, il y a eu des difficultés au sujet d'un paquebot avec un régime libyen. Oui. Alors Kadhafi, il faut raconter cette histoire. Voilà, une autre histoire, une histoire dans laquelle le navire ne serait pas vendu, serait revendu à un autre client que celui qui avait passé commande. Est-ce que vous nous rappelez cette histoire? C'était en 2011. Oui. En fait, les chantiers navals avaient de grandes difficultés, et c'était en baisse de régime très important. Carnet de commandes très difficile à remplir. Effectivement, il y a eu un contrat qui a été traité avec la Libye, et une compagnie pétrolière, transport de pétrole de Libye, pour avoir un paquebot de luxe. Un paquebot de luxe qui était un sister ship, si vous voulez, d'un paquebot du MSC, un paquebot de croisière. MSC, c'est la grande compagnie de paquebots de croisière. Et les grands clients des chantiers navals de Saint-Nazaire. Donc le paquebot a commencé, il y a eu effectivement la guerre en Libye et puis la chute du régime de Kadhafi, et le paquebot est resté, il était pratiquement achevé, donc il a fallu trouver un repreneur. Donc le repreneur s'est trouvé relativement facilement, et heureusement pour Saint-Nazaire, ça a été bien sûr cet armateur MSC.
Est-ce que MSC avait des goûts de luxe à un Non, point il y avait des variantes, si vous Oui. voulez, des petites variantes. Parce que Muammar Kadhafi, c'est un style Oui, particulier. Bien particulier, oui. Alors, Joanne Jardin, donc ça veut dire que ça existe, que c'est possible de commencer un bateau pour un client et puis de finalement choisir un autre client, de trouver un repreneur. Aujourd'hui, l'histoire nous fait dire que oui, c'est possible. L'histoire du MSC est bien particulière, même s'il y a des nuances où c'est vrai que c'était pour une compagnie un peu libyenne qui avait fait construire le bateau, mais pour le compte de MSC, par une exploitation par MSC. Donc c'est vrai qu'il y avait des petites différences. Bon, on pouvait faire il y avait des des modifications à faire après alors, la chute de la Libye, mais du régime MSC, libyen. voilà. Mais alors, pour le Mistral, alors, est-ce que c'est une solution dont vous parlez, vous, entre syndicalistes? Oui, juste pour faire un par rapport au reportage, je partage un peu les deux inquiétudes, en fait. La personne qui dit qu'il faut qu'on livre le navire, d'autres qui disent qu'il ne faut pas le livrer. Là, pour l'instant, on n'a entendu voilà. qu'une partie, ceux qui disent qu'il ne faut pas le livrer. Voilà, et c'est entendable, en fait, ce qu'ils disent, mais la difficulté, voilà, on a des bateaux à faire, même si les gens disent que c'est des bateaux fantômes, je ne suis pas persuadé qu'un salarié qui a travaillé dessus verrait d'un bon œil aussi que le bateau reste à quai à ne rien faire. Après, des clients, on l'avait émis au niveau de notre organisation syndicale, CFDT. de dire CFDT, faut qu'il y ait aussi un blocage au niveau de Bruxelles, au niveau de l'Europe, pour pas que ces navires aillent aussi à la Russie. Sauf qu'au moment de la commande, ils étaient inentendables, ils n'étaient pas entendus. Donc voilà, posons-nous la question aussi d'avoir une défense militaire européenne. Peut-être que l'Europe peut prendre en charge ces deux navires-là. Mais est-ce que c'est une préoccupation qui peut être celle des syndicalistes de STX? Est-ce que vous n'êtes pas uniquement sur la question de l'emploi, vous? On est sur l'emploi, mais on peut pas nier la politique aujourd'hui. On est quand même sur des navires militaires, donc on peut pas occulter ce navire-là. Vous vous posez cette question à chaque fois que vous construisez un navire militaire? Non. Les derniers navires militaires qu'on a construits aujourd'hui, c'est des navires pour la Marine nationale en France. Quand on a eu la commande, on ne s'est pas posé la question de savoir c'était qui. On avait des bateaux. Donc voilà. Mais aujourd'hui se pose la question. Bien sûr, on a une situation géopolitique qui est particulière où l'État russe est un peu en guerre avec l'Ukraine. Donc voilà, on peut se poser la question de qu'est-ce qu'il va en faire derrière. Mais voilà, on est partagé, les discussions existent et les salariés sont aussi inquiets quand même s'ils ne le disent pas, de ce que pourrait venir de ces navires-là. Joanne Jardin, est-ce qu'on a une idée de l'impact sur les chantiers d'une possible annulation de la vente? On entend un peu tout et n'importe quoi à ce sujet. Déjà, combien d'ouvriers aujourd'hui travaillent encore sur le Sébastopol? Sur le Sébastopol, à peu près 300-400 personnes et une centaine de personnes sur le Vladivostok. Donc, encore sur le Vladivostok, qui est donc le tant qu'il n'est pas livré, terminé, voilà, on a toujours du travail à faire dessus, des réglages, et puis l'accompagnement aussi de l'équipage sur la prise en charge, sur la conduite du navire. Voilà, après sur l'impact réellement, notamment parce que c'est STX et je vois pas aujourd'hui, je vois pas comment on pourrait arrêter la construction du navire. Dans le reportage c'était dit, on peut pas arrêter un navire qui est à 60% d'avancement pour le laisser là. Et de toute façon, il y aura un impact aussi pour l'entreprise, puisque ce navire-là est dans une cale. On a un bateau qui arrive, le plus gros paquebot du monde, qui arrive derrière. On a besoin de la cale. Donc il faut qu'on continue quoi qu'il arrive. Après, dans les finitions à qui on vend, sur le système d'armes, voilà, c'est là qu'il pourrait y avoir des arrêts. Mais aujourd'hui, c'est pas la préoccupation du moment. La France devrait éventuellement payer des pénalités si le navire n'est pas livré au 1er novembre maximum. Je parle là du Vladivostok, le premier des deux Mistral. Oui, il y a certainement des clauses dans le contrat mais on n'a pas aujourd'hui, mais voilà, c'est ce qui se dit. Et oui, de toute façon, sur toutes les commandes de navires qu'on a eues, il y a eu des pénalités de retard en fait sur les livraisons. La France s'est longtemps défendue en arguant que tels quels, les Mistral étaient des coquilles vides, sans matériel de combat, qu'ils ne faisaient que livrer le contenu en fait, le contenant, pardon. Le contenant, oui, ouais. Voilà. Après, tout ce qui est tank, hélicoptère, système d'armes, c'est du matériel russe. Donc c'est vrai qu'on peut aussi se poser la question, mais sauf que c'est quand même des navires où il y a la possibilité de mettre tout ça dedans. Donc avec un système de commandement,
couchage, de débarquement assez rapide et ainsi de suite. Donc le matériel, ils l'ont en Russie. Qu'en disent les ouvriers ukrainiens? Parce qu'il y a eu pendant longtemps des ouvriers ukrainiens sur les chantiers navals de Saint-Nazaire. On en a encore un petit peu. On les voit pas beaucoup. Ils en discutent pas. Donc on n'a pas de retour sur ce que disent les salariés ukrainiens sur l'histoire de... Oui, ils ont travaillé dessus. Hein. Donc c'est peut-être un petit peu particulier. Après, ce serait intéressant d'avoir leur retour sur ce qu'ils pensent de ce navire-là. Je vous repose la question du nombre d'emplois qui seraient éventuellement menacés, puisqu'encore une fois, on entend tout et son contraire. Voilà, aujourd'hui, ça concerne 400 personnes qui travaillent aujourd'hui. Si demain c'est arrêté, on a d'autres navires derrière, donc l'impact sera minimisé. Mais voilà, après, il y a toujours des corps de métier qui sont sur le Vladivostok aujourd'hui, ou le Sébastopol, qui font que on ne pourra pas les reclasser tout de suite dans l'immédiat, mais il y aura de la charge. Aujourd'hui, on a de la charge quand même pour quelques années, donc il y a moyen de voir un peu plus loin. Ce qui n'était pas le cas en 2011, quand a été signé le contrat. Nicolas Sarkozy et Vladimir Poutine s'entendent ensemble sur la livraison de ces 2 Mistral construits à Saint-Nazaire, une partie quand même à Saint-Pétersbourg et puis l'autre à Saint-Nazaire. Comment est-ce qu'on avait accueilli la nouvelle à l'époque? Vous en souvenez? L'accueil de la commande de 2 navires militaires pour la Russie était la bienvenue. On était dans un creux de charge où on commençait à avoir des chômages partiels à grande ampleur. Il fallait trouver de la charge de toute façon. Donc c'était aussi une histoire de survie de l'entreprise. 2 Mistral, c'était toujours bon à prendre. Pas question pour certains Nazériens donc de se les laisser reprendre. Joanne Jardin. Oui, la présence du Front National fait peur en plus. Hein. Ils ont un discours quand même assez radical. Jean-Claude Blanchard a un discours que les ouvriers de STX globalement suivent parce qu'il n'est pas, de ce qu'on a entendu, de ce qu'il nous a dit, et sans référence xénophobe. Il parle de l'emploi et de l'emploi des ouvriers. De l'emploi, sauf que quand on écoute le reportage, il se trompe un peu. On a l'impression que quand il parle du BPC, après le BPC, il n'y a plus rien. Sauf qu'aujourd'hui, on a du travail pour 5 ans. On a négocié des accords récemment qui permettent justement de décrocher des commandes qu'on n'arrivait pas à avoir. Donc voilà. Là, récemment, cette année, vous avez sorti le champagne. Voilà, on a sorti le champagne parce que ça faisait quand même 2 ans qu'on n'avait pas eu de commandes, faut pas l'oublier. Avec en plus des commandes, donc là, la Brittany Ferry, donc c'est suspendu en ce moment, mais on a une commande pour MSC qui est quand même 4 navires. Hein, quand même. MSC, encore une fois, la compagnie italo-suisse. Italo-suisse, en fait. Qui est une fidèle cliente des chantiers. Voilà, donc ça amène du boulot quand même. Donc voilà, moi ça me gêne quand j'entends le discours dramatiser en fait la situation des navires militaires pour faire peur, parce que c'est un peu le discours, ça fait peur, on essaie de faire peur pour que les gens adhèrent à leurs idéologies, donc je partage pas, donc j'essaie d'être un maximum diplomate et j'essaie d'expliquer les choses aux salariés que je rencontre, et je donne pas mes positions, je préfère qu'ils prennent leurs propres positions avec les éléments de compréhension nécessaires.